Bonjour à tous. Donc, en effet, je vais intervenir pour la présentation de la vision maîtrise d'œuvre dans l'accompagnement. Pardon. Pour l'accompagnement, justement, le lien entre la maîtrise d'ouvrage, la réalisation par l'ensemble des entreprises, les différents intervenants, et la phase également de suivi qu'on va appeler la phase aval. Donc toute cette mission que l'on réalise au sein de notre entité, donc groupe Plénétude. Aujourd'hui, on est un groupe d'ingénierie avec les différentes compétences donc de maîtrise d'œuvre au niveau de la maîtrise d'œuvre globale, de l'économie de la construction, mais également toutes les compétences d'ingénierie thermique et fluide, qui est bien entendu, je dirais, à la source et l'initiative de nos projets dans le cadre de CPE. L'ingénierie structure également, à laquelle on pourra avoir recours pour des modalités de mise en œuvre, et également la coordination SPS. L'objectif au niveau du groupe Plénétude, c'est d'apporter un appui et un accompagnement aux maîtres d'ouvrage, aux différents donneurs d'ordre sur l'ensemble des compétences liées. Aujourd'hui, au niveau du groupe Plénétude, donc on intervient sur la région avec 3 implantations au niveau de l'agence principale siège social sur la région lyonnaise, également 2 agences, l'une sur Annecy et l'autre sur Chambéry. Ce groupe représente 36 collaborateurs et c'est une création depuis 1995 qu'on est sur le marché, principalement sur le marché lyonnais. Donc au niveau de notre intervention ce soir, comme ça l'a été présenté sur les premières présentations de M. Dubertret, on va vous faire une présentation par le biais d'un retour d'expérience, comment ont été réalisés 2 types de CPE qui ont déjà été présentés en amont, donc le CPE service ou le CPE en marché global. Donc sur 2 cas concrets, le premier qui a déjà été bien présenté par M. Gavaudan, donc en l'occurrence la résidence Les Pléiades, et un second sur la résidence Frères Lumière. Donc au titre des 5 A7 de l'éco-construction, il y a déjà eu beaucoup de communication sur ce second projet également. Pour l'intervention de la maîtrise d'œuvre, donc ça nous permettra également dans les échanges et en termes de conclusion de donner la vision en effet de ce contrat de performance énergétique pour la simple et bonne raison, et comme ça a déjà été précisé, c'est quelque chose de relativement récent au niveau de sa mise en application en copropriété sur les marchés privés. Donc aujourd'hui, on a également des issues, tout du moins des orientations sur lesquelles on souhaite appuyer. On va vous présenter tout le travail qui est fait en phase amont. Donc la phase amont, bien entendu, elle est décidée déjà par le maître d'ouvrage, mais l'accompagnement qui peut être porté auprès du maître d'ouvrage, la pédagogie qu'il est nécessaire d'avoir, le lien également que l'on doit avoir lié avec les différents dispositifs, en effet celui qui a été très porteur ces dernières années sur la métropole. Ensuite, l'ensemble des phases de conception et principalement la justification et la définition de la cible qui va être à l'origine justement de ce contrat de performance. Donc toute la phase de consultation ensuite sur la partie conception, une phase d'exécution de travaux et enfin après le suivi en l'occurrence qui est tout l'intérêt justement du contrat de performance énergétique. Donc au niveau de la présentation, au niveau de cette vision, on va vous présenter déjà de façon synthétique, tel que ça a été abordé, les différents éléments de mission en termes d'accompagnement. Et on reviendra sur les 2 retours d'expérience et de résidence précités. Donc je vais laisser la parole à Ludovic Talu, donc, responsable du bureau d'études PGIM, donc, qui a pu mener justement ces 2 projets de contrat de performance énergétique. Bonsoir à tous. Effectivement, comme l'a dit M. Girardet, on va d'abord commencer un petit peu cette présentation par avoir une définition même du contrat de performance énergétique. Et puis, je vais vous retracer un petit peu le cheminement, où on place le CPE, je dirais, dans la chronologie des étapes, parce que plusieurs étapes sont nécessaires, notamment en copropriété, pour intégrer ce type de contrat. Et puis après, on reviendra effectivement sur les exemples concrets. Donc un petit peu de littérature pour commencer. Qu'est-ce qu'un CPE? Donc le contrat de performance énergétique a pour objet de garantir dans la durée une amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Je m'arrête déjà sur cette première phrase. Il y a pour moi 2 notions très importantes à retenir. C'est d'abord garantir, donc la garantie de résultat, c'est vraiment tout l'objet de ces différents contrats de performance énergétique. Et puis la notion de durée. Bien évidemment, on veut de la performance, on veut de la garantie, mais on la veut surtout dans le temps.
Donc voilà, il y a ces deux notions très importantes qui sont, je dirais, les fondements et la base d'un contrat de performance énergétique. Ensuite, l'amélioration de l'efficacité énergétique consiste en la réduction de la consommation énergétique et la modification du niveau de service. Là encore, deux notions importantes, bien évidemment, consommation énergétique, réduction des consommations énergétiques, et puis le niveau de service. Là, ce niveau de service, il peut encore se décliner en deux parties. D'abord en phase d'exécution de travaux, puisque on sait, et vous allez l'entendre après avec un groupement d'entreprises, le niveau de service, il peut aussi être sur comment aider la maîtrise d'œuvre, comment aider la copropriété à établir des points de passage pour valider, je dirais, les travaux, pour avancer sereinement dans un programme de travaux et pour avoir la certitude d'avoir une qualité de travaux à la fin. Et la deuxième étape du niveau de service, ça serait plutôt après les travaux. Après les travaux, on a besoin d'opérateurs qui pilotent. Et là, souvent, ça va être le chauffagiste qui va être un petit peu aux manettes pour piloter l'installation, pour pas qu'elle dérive, bien évidemment, parce que c'est lui qui va être aussi au devant des réglages, des différentes possibilités d'amélioration. C'est lui qui va pouvoir vraiment intégrer tout ça. Donc ce niveau de service, il faut qu'il soit supérieur à ce qu'on sait faire aujourd'hui et ce qu'un chauffagiste peut vous proposer classiquement sur une prestation type P2 de maintenance traditionnelle. Il va falloir aller un petit peu plus loin sur ce type de contrat. J'ai regroupé trois dispositions à retenir. Bien évidemment, la performance énergétique, ça c'est la base. Vous allez voir, alors les CPE peuvent se décliner sous plusieurs formes. Nous, on en a mené aussi des fois sur des chaufferies seules, avec uniquement le chauffagiste. Donc là, on était vraiment que sur une garantie de performance sur l'équipement. Alors ça reste limité en termes de gains et en termes de risque aussi, puisque l'entreprise maîtrise pleinement ses travaux. C'est le chauffagiste qui intègre ça. Aujourd'hui, on va parler des CPE qui regroupent plusieurs choses, bien évidemment les équipements, puisque ça reste quand même un élément important, mais également l'enveloppe du bâtiment, puisqu'elle va bien évidemment être très, très importante pour les garanties de performance. Deuxième ligne, voilà, la garantie de résultat sur les consommations énergétiques. Ça, c'est le point fort du CPE. Ça permet aussi d'avoir un maître d'ouvrage qui est rassuré, bien évidemment. Quand le thermicien annonce des gains énergétiques, il peut être des fois un petit peu chahuté par une copropriété ou des copropriétaires qui doutent un petit peu sur toutes ces économies d'énergie. Lui proposant une garantie de résultat, ça valide, je dirais, un petit peu le travail qui peut être fait par le thermicien sur la projection des économies, sur le travail qui peut être mené là-dessus. Et puis bien évidemment, pour pouvoir mesurer tout ça, il faut établir un plan de comptage, parce que on peut vérifier, on peut avoir des garanties de résultats, mais si le comptage à la base n'est pas bon, ou si le comptage après n'est pas bon, bien évidemment tout ça va être faussé, et la performance également. Donc établir une vraie feuille de route de comptage pour avoir une vraie garantie et des choses factuelles et contractuelles du coup. Au niveau de la vision, donc première étape, bien évidemment, l'audit énergétique, phase indispensable pour commencer à intégrer une notion de performance énergétique. Cette phase d'audit énergétique, elle a plusieurs aspects. Elle permet de faire rentrer la copropriété dans une démarche aussi environnementale. L'audit énergétique est là pour amener des solutions et des économies d'énergie, mais aussi d'avoir une valorisation, on l'a dit, un peu vertueuse de nos bâtiments. Donc c'est une première approche sur une démarche environnementale. L'audit énergétique est là pour bien évidemment mettre en relief toutes les pathologies ou en tout cas tous les besoins de la copropriété en termes de travaux. Et il est là également pour proposer des solutions et des programmes de travaux. Souvent en lien à Lyon avec le dispositif Ecorénov, bien évidemment, ça va de soi qu'aujourd'hui, bon nombre d'audits énergétiques sont très orientés sur les différentes cibles que peut nous proposer la métropole sur les financements. Ces travaux nécessitent une première approche budgétaire, donc là aussi il faut
faut être vigilant, c'est que le thermicien a cette charge assez lourde d'amener les premiers budgets sur la table. Donc là aussi, c'est un point important. Il faut que ces budgets-là soient plutôt bien appropriés, parce que les copropriétaires figent directement ces montants-là dans leur tête et vont perdurer tout au long du fil de la conception, etc. Donc il faut vraiment que là, le thermicien a un rôle important, c'est sur l'approche budgétaire de ces audits énergétiques, de ces programmes de travaux. Et puis c'est à partir de là qu'on peut commencer à parler aux copropriétaires, amener cette notion de performance énergétique et de garantie de résultat. C'est à partir de cette phase-là que déjà que le thermicien peut être remis un petit peu en cause par certains, et du coup qu'on peut proposer aux copropriétés de garantir nos résultats parce qu'on a des certitudes sur le travail qu'on a mené. Et donc voilà, c'est là la première approche. Ensuite, dès lors que la copropriété veut aller plus loin, elle va vouloir mandater une maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire pour mener à bien une conception sur un des scénarios que l'audit énergétique a privilégié ou qui permet d'aller chercher un maximum d'aide en fonction des besoins de la copropriété. Donc l'audit énergétique reste la base de travail au départ pour consulter une maîtrise d'œuvre, donc il a quand même un certain poids. Ensuite, comme toute maîtrise d'œuvre, il y a une phase de conception, de rencontre, de diagnostic, d'avant-projet sommaire, définitif, qu'on va globaliser sous une phase d'avant-projet. Et dans cette phase d'avant-projet, le programme peut varier, évoluer. Donc là, les calculs de gains énergétiques évoluent également. Et donc c'est à partir de là, à partir de cet avant-projet, qu'on va pouvoir définir une cible qui sera nettement plus précise, parce que le programme de travaux sera lui aussi bien plus précis. Et donc cette dernière phase avant de lancer le cahier des charges, avant de lancer de la consultation d'entreprise, c'est de bien réadapter notre cible énergétique en fonction du futur programme de travaux. Lorsqu'on établit des cahiers des charges, on les établit souvent, comme on l'a dit, lot par lot, un pour la façade, un pour la chaufferie, un pour etc., etc. Mais quand on veut mener à bien un CPE, on va également établir des pièces contractuelles, contrat de performance énergétique, où dedans on va quand même détailler pas mal de choses, notamment les bilans de consommation, où la copropriété en est aujourd'hui, un état des consommations sur 3, 4, 5 ans, ressortir des ratios au mètre carré, etc., pour voir un petit peu comment la copropriété est chauffée, comment son niveau de chauffage évolue aussi en fonction de la rigueur climatique. Et on va commencer à se poser des questions sur le niveau d'objectif, bien évidemment, et puis les clauses de répartition, parce qu'un objectif, il est atteint ou pas. Donc s'il est atteint, qu'est-ce qui se passe? S'il est dépassé, qu'est-ce qui se passe? Ou s'il n'est pas atteint, qu'est-ce qui se passe? C'est toutes les questions qu'il faut se poser à l'élaboration de ce document, qui va être donné aux entreprises pour pouvoir qu'ils aient tous les tenants et les aboutissants, et les engagements qu'ils vont devoir mener pendant la période de travaux et surtout après. Consultation d'entreprise ou de groupement d'entreprise, on va voir qu'on a effectivement les deux possibilités. Et puis l'analyse des offres, bien évidemment, et différentes variantes. Je suis passé un petit peu vite avant, mais l'audit énergétique, on était bien sur une phase 1 an. Une copropriété, ça fonctionne aussi un petit peu comme ça, les assemblées générales étant annuelles. On a ce tempo-là un petit peu en copropriété. Une phase de conception de travaux, c'est également la même chose. Souvent, on va avoir 8, 10, 12 mois de conception de travail pour établir des cahiers des charges, un appel d'offres, et vous faire un retour correct de prix, de budget pour mener à bien les différents travaux. Je vais du coup maintenant passer sur notre premier exemple qui était le CPE de la résidence Lumière. Je vous redescends rapidement, mais 154 logements, vous l'avez vu, un bâtiment début des années 70, 2 bâtiments, pardon, 1,5 million de travaux menés sur ce CPE, avec 45% d'économie d'énergie à la clé à 21 degrés, et ça garanti pendant 10 ans. Ça, c'est contractuellement ce qui a été proposé dans le contrat de performance énergétique. On l'a appelé CPE Service. Pourquoi? Parce que là, dans ce cas-là, c'est le chauffagiste qui a mené à bien la rénovation des 2 chaufferies. Il y avait une chaufferie sur chaque toit, donc une chaufferie sur chaque bâtiment, et la modernisation de l'eau chaude sanitaire. C'est lui qui va porter l'ensemble des garanties.
Donc il va apporter les garanties sur le travail qu'a fait le façadier, sur le travail qu'a fait l'étancheur, le ventileux, etc., etc. Donc c'est un système qui peut avoir ses limites, puisque le chauffagiste peut très bien refuser ce type de produit. Je dirais qu'on est typiquement du coup sur des chauffagistes qui sont à taille nationale, hein, pour avoir les épaules et pour supporter peut-être une défaillance à un moment, peut-être. On n'est pas sur des chauffagistes qui seraient des petits plombiers ou pour pouvoir porter ce genre d'économie d'énergie. Parce que c'est aussi le CPE service qui veut ça. Avec une prestation qu'on appelle P1, P2, P3. Ça, c'est une notion que vous avez déjà dans votre quotidien en tant que copropriétaire. Mais la notion de P1, c'est que l'entreprise qui fait les travaux de chauffage fournit la molécule de gaz à la copropriété. Le P2, elle fait la maintenance des installations. Et le P3, elle garantit le matériel en chaufferie, s'il y a une casse, etc. C'est une assurance, je dirais, sur le matériel. Les travaux, je vous les redescends rapidement, mais isolation thermique par l'extérieur des façades avec un complexe de 160 mm d'isolant. La mise en place d'un système de ventilation hygroréglable de type B. Donc on était déjà sur une ventilation mécanique, mais on l'a fait évoluer vers un système de ventilation hygroréglable avec remplacement des réseaux toiture, des caissons, de toutes les bouches d'entrée d'air et de sortie d'air dans les logements. Je vous l'ai dit, la rénovation globale des 2 chaufferies et des 2 systèmes de production d'eau chaude, donc un sur chaque bâtiment, et l'isolation thermique des toitures terrasses. Donc 45% d'économie d'énergie à 21 degrés. Vous avez vu tout à l'heure qu'on était à 22 degrés. Là, cette fois, on est sur un contrat avec des températures intérieures. On parle bien de températures intérieures dans les logements, à 21 degrés contractuels. 21 degrés contractuels, ça veut dire plus ou moins 1 degré. Ça veut dire entre 20 et 22 degrés dans les logements. Si maintenant on regarde un petit peu plus dans le détail comment est calibré ce CPE. C'était 45% d'économie d'énergie sur la production de chauffage et d'eau chaude sur les 10 ans, décliné en 35% sur le chauffage, 10% sur l'eau chaude sanitaire. Ensuite, comment ça marche? On a donc calibré une cible. Cette cible, on s'est dit que si on était autour de cette cible, c'est-à-dire à 1, 2, 3 ou 4%, ça c'est figé contractuellement, autour de la cible, eh bien, la répartition entre l'exploitant, là cette fois le chauffagiste, ou le maître d'ouvrage était à 50-50. C'est-à-dire que si la performance rayonne autour de notre cible, à 2, 3 ou 4% près, la répartition est à 50-50. Par contre, imaginons maintenant que la cible est atteinte. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 45% d'économie d'énergie, on en fait 55. 10% d'écart. Eh bien, ces 10%-là, 75% sont pour le maître d'ouvrage, la copropriété, et 25% pour le chauffagiste. Donc, il y a quand même un intérêt certain que le chauffagiste doit amener de la performance parce qu'il peut se rémunérer en plus sur la performance qu'il va amener. Donc, piloter l'installation, mettre des heures en plus de pilotage, de maintenance pour essayer d'amener encore plus de performance à l'installation et pouvoir se rémunérer aussi là-dessus. A l'inverse, et là ça va plutôt dans le sens des copropriétaires, si au lieu de faire 45% d'économie d'énergie, on n'en fait que 25%, eh bien le delta est assumé 100% par l'exploitant. Donc là encore, il a, je dirais, tout intérêt à plutôt bien piloter son installation puisque chaque dépassement, chaque pourcentage en moins est quasiment pour lui en termes de facturation. Cette copropriété, après 1 an, on a eu la chance d'avoir une mission d'AMO et la surprise, ou peut-être même la mauvaise surprise, c'était de voir que seulement 27% d'économie d'énergie était faite sur la première année, chauffage et eau chaude sanitaire cumulés. Donc là, on a eu la chance de pouvoir aller vérifier un petit peu ce qui se passait et on a pu redépouiller un petit peu les consommations, que ce soit sur le chauffage ou sur l'eau chaude, retourner voir la régulation, etc. On a eu des grosses fuites sur l'eau chaude sanitaire, plusieurs dizaines de mètres cubes d'eau chaude
sur des fuites au niveau de l'eau chaude sanitaire. Donc au lieu de faire 10% d'économie d'énergie, on a même fait plus 1% d'augmentation de consommation sur l'eau chaude sanitaire. Donc là, on a quand même bon espoir en revenant sur des utilisations normales d'atteindre nos économies d'énergie sur cette deuxième année, puisque on a été vraiment perturbé par cette très grosse fuite sur l'eau chaude sanitaire. Et puis on a eu aussi la surprise de voir que les pentes de chauffage, c'est-à-dire la régulation de chauffage, n'avaient pas bougé depuis qu'on avait fait l'audit énergétique. Donc en regardant la régulation, elle était exactement la même que celle qui avait été identifiée lors de l'audit énergétique 2 ans auparavant. Donc là, on a eu aussi voilà, ces préconisations-là à faire à la copropriété, mais surtout aux chauffagistes, d'adapter, et on leur a préconisé les nouvelles pentes à avoir sur l'installation et de pouvoir intégrer forcément les économies d'énergie qui doivent être faites, parce que la régulation fait partie intégrante, bien évidemment, de cette performance-là. Donc l'idée, c'est bien évidemment d'instrumenter aussi les logements. On a une valeur contractuelle de température à l'intérieur des logements. Il doit y avoir 21 degrés, donc il faut le vérifier maintenant, parce que si on a 23, 24, peut-être, ça peut arriver, et je pense que c'est le cas, puisque les pentes de chauffage n'avaient pas évolué, et qu'on avait isolé quand même une bonne partie de la résidence, les toitures, la ventilation, la production de chauffage, bref. Donc voilà, ces missions d'AMO, je pense qu'elles sont importantes après travaux pour vérifier ce que le chauffagiste fait. Alors, bien évidemment, on peut se dire que, en premier abord, l'équipe de maîtrise d'œuvre, les entreprises, le thermicien a sûrement mal travaillé puisqu'on n'atteint pas la performance. Mais au-delà de l'isolation de tout ça, il y a également les personnes qui vivent dedans. Et ça, quand on a de la ventilation naturelle, qu'on ne sait pas forcément comment on fonctionne ou comment on réagit avec une ventilation mécanique, qu'on a des robinets thermostatiques alors qu'on avait des robinets classiques depuis X années, qu'on ouvre ses fenêtres 3-4 heures par jour parce qu'on était en ventilation naturelle justement et que maintenant on est en ventilation mécanique. Tout ça, cette approche, elle prend un peu de temps auprès des copropriétaires pour les sensibiliser, pour leur faire comprendre comment maintenant le nouveau bâtiment fonctionne. Et c'est aussi par là qu'on va potentiellement sur peut-être 2, 3, peut-être même 4 ans, devoir travailler pour faire avancer et pour atteindre la performance énergétique voulue. La bonne nouvelle quand même sur cette copropriété, malgré tout, et c'est pour ça qu'on peut travailler sereinement sur cette copropriété, quand on avait revalorisé la partie P1, donc fourniture du gaz, on avait fait une belle revalorisation au niveau de la molécule de gaz, et aujourd'hui on a déjà les 45% d'économie financière. C'est-à-dire que la copropriété voit déjà son budget chauffage, eau chaude sanitaire réduit de 45% parce qu'on a très bien valorisé la molécule de gaz et plus les économies d'énergie, on a déjà les 45% d'économies financières. Donc les copropriétaires pour ça sont plutôt rassurés puisque c'est ce qu'ils regardent à la finalité, bien évidemment que leur charge chauffage est baissée. Donc là, on est dans les objectifs, mais ce qui nous permet aujourd'hui d'aller travailler plus sereinement sur ces améliorations de performance et de réglage avec le chauffagiste en place. Oui, tout à fait. La remarque est très juste, c'est que quand on a mesuré cette performance-là, le début de la période de chauffe, les travaux n'étaient pas tout à fait terminés non plus, donc on avait aussi ce petit facteur-là. Donc voilà, on est impatient si la copropriété nous refait confiance l'année prochaine en tout cas pour cette saison de chauffe, de les accompagner pour aller chercher cette performance et vraiment leur garantir les économies d'énergie, même s'ils ont d'ores et déjà les économies financières. Deuxième exemple, les Pléiades. Donc globalement, je ne vais pas vous redescendre ce qui a déjà été présenté, mais plus petite copropriété, un petit peu plus vieille, 1960, dans les années 60. Une garantie d'économie d'énergie inférieure, 35%, parce qu'il y a la notion de température intérieure qui a été revalorisée. Là, cette fois, les copropriétaires ont une température contractuelle de 22 degrés, c'est-à-dire entre 21 et 23 degrés dans les logements. Donc on est des températures assez agréables, je veux dire. Donc voilà, on avait dû redescendre, je dirais, notre cible, parce que la volonté des copropriétaires était de maintenir ce confort-là. Cette fois-ci,
on n'est plus en CPE service, mais en marché global, c'est-à-dire on a consulté des groupements d'entreprises. Donc là, c'était là qui était un petit peu novateur. Ce type d'opération nous a permis d'être le premier cabinet de maîtrise d'œuvre dans le Rhône à avoir mené ce type de rénovation en CPE global. On en est assez fiers. Avec un marché identique sur le contenu au niveau chauffage, avec un P1, P2 et P3, même schéma, fourniture d'énergie, maintenance et puis garantie du matériel. Programme de travaux, je vous redescends rapidement: isolation thermique par l'extérieur des façades arrière, reprise en façade avant rue, donc des pierres. Mise en place d'un système basse pression hydro-réglable donc sur le toit, rénovation globale du système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, et puis l'isolation des planchers bas par flocage. Si on rentre là également un petit peu dans le détail, vous voyez concrètement qu'on est sur le même schéma et le même type de répartition entre les copropriétaires et là le groupement d'entreprises. Si la cible n'est pas atteinte, c'est le groupement d'entreprise qui va payer la différence de la facture. Si on est autour de la cible, on est sur du 50-50. Et si la cible est atteinte, on a une répartition, un quart, trois quarts. Et trois quarts pour la copropriété. On a sur cette copropriété une mission d'AMO pendant 2 ans. Donc ça, c'est une très bonne chose, puisque là, on va pouvoir voir ce qui se passe sur les 2 prochaines années. Et donc, on attend impatiemment la fin de la première saison de chauffe pour en faire un bilan. J'ai eu quelques échos qui me paraissaient pas trop mauvais, donc on est plutôt pas trop inquiet pour la performance à atteindre sur cette copropriété-là. Si on en fait un petit peu le bilan, on voit bien qu'il y a une vraie continuité. Le CPE, ça reste un équipement, je dirais, d'une vision globale: audit énergétique, conception, exécution, et puis même AMO, qu'on pourrait rajouter derrière, puisque c'est presque indissociable d'intégrer un petit peu le bureau d'études ou le cabinet de maîtrise d'œuvre sur, je dirais, l'ensemble de la démarche. Très rassurant pour le maître d'ouvrage, puisque voilà, il a cette notion de garantie de résultat. Aujourd'hui, on a cette volonté d'avoir des garanties sur beaucoup de choses. Je pense que le CPE répond à cette notion-là. Un besoin très important de pédagogie, j'en ai parlé rapidement, sur l'usage du bâtiment, sur comment bien définir avec les copropriétaires leur nouveau bâtiment, tout simplement, leur expliquer comment ça fonctionne. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas fait sur nos premières opérations. Aujourd'hui, on commence à mettre en place des fiches de pédagogie pour commencer à communiquer plus largement auprès des copropriétaires, pour leur expliquer comment fonctionne tout simplement des fois un système de ventilation ou des têtes thermostatiques. Ça peut paraître facile pour des techniciens comme nous, mais pas forcément très simple pour des copropriétaires lambda. Donc il est important qu'on ait ce message-là de pédagogie. Et puis après, vous l'avez vu, que ce soit le CPE service ou le CPE en marché global, on a un contenu très similaire dans la répartition des risques entre le maître d'ouvrage, le groupement d'entreprise ou le prestataire de chauffage. Dans le CPE service, l'opérateur bien évidemment subit les opérations des autres, parce que c'est lui qui porte 100% des économies alors qu'il y a d'autres corps d'État. Et en marché global, je dirais que le groupement d'entreprise là maîtrise l'ensemble des sujets, puisque c'est lui qui va être d'une seule voix porteur de l'ensemble des travaux. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant. On a cette notion d'autocontrôle, puisqu'il y a certes un syndic, il y a une maîtrise d'œuvre, mais il a aussi la possibilité de proposer des choses pour faire son autocontrôle, de la caméra thermique en cours de chantier, des tests d'étanchéité à l'air dans les logements, des tests d'étanchéité à l'air sur du conduit de ventilation. Bref, il a la possibilité d'ouvrir un petit peu le champ pour des fois se démarquer d'une concurrence. Là, on a le cas sur un CPE qu'on est en train de lancer. On est en train de lancer les appels d'offres en ce moment sur un marché global, le deuxième qui devrait potentiellement arriver sur la région lyonnaise. Et on est vraiment là-dessus, où on attend les groupements d'entreprises sur une valorisation, sur comment leur appréhension du chantier et comment ils vont pouvoir
l'autocontrôler déjà eux-mêmes, se donner des pistes pour se donner les moyens, je dirais, de faire du bon travail. Ça permet aussi, je dirais, à toutes les entreprises de s'organiser sur plein de sujets. Le nettoyage, sur plein de choses qu'on a au cours d'un chantier, mais globalement, c'est l'intérêt que tout le monde discute, se mette autour de la table et propose des solutions pour faire des économies, pas que d'énergie, mais des économies financières à la copropriété. C'est aussi ça l'intérêt d'un groupement d'entreprises. Et puis, il a une dernière particularité, c'est qu'il peut et il permet aux petites structures de venir se greffer dans un groupement. Parce que sur un marché de 600, 700, 800, 1 million d'euros, on peut trouver des petites sociétés qui ont des petits lots et qui peuvent justement travailler sur des marchés comme ça, qui ne pourraient pas forcément intégrer tout seuls dans leur coin. Donc voilà, il y a cet aspect qui est très intéressant d'aller chercher peut-être de l'entreprise à taille humaine et surtout locale. C'est surtout ça. Là, sur notre dernier appel d'offres qu'on a lancé, on a 3 groupements d'entreprises qui vont potentiellement nous faire une réponse. Toutes les entreprises sont locales de la région lyonnaise, sont organisées pour répondre à cet appel d'offres. Donc c'est plutôt une bonne chose. Les entreprises s'organisent pour pouvoir répondre à ce type de marché qui, à mon sens, dans les prochaines années, va être plutôt bien répandu, notamment sur la place lyonnaise.